Bonjour, je suis Axel Vatrican. Je suis maître de conférence à l'Université de Toulon et ma spécialité est la linguistique. Alors, j'ai soutenu une thèse en 2004 intitulée Études comparatives et sémantiques de 4 verbes espagnols et français, saber conocer et savoir connaître, sous la direction de Gilles Luquet, qui à l'époque était professeur à Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Alors, est-ce que cette thèse, c'est l'aboutissement d'un parcours, tout ce qu'il y a de conventionnel, avec une licence, une maîtrise, un DEA, ou est-ce que tu as des choses plus originales à raconter? Alors, conventionnel, oui et non. Je vais essayer d'expliquer mon parcours. Bon, j'ai commencé par 2 ans de classe préparatoire, une hypocagne et une cagne. Jusqu'ici, tout ce qui est plus classique. Mais je me suis spécialisée en cagne en espagnol. Donc, j'ai décidé à la fin de ma cagne de partir en Espagne. Et je voulais m'inscrire dans une université espagnole et je me suis inscrite à l'Université Complutense de Madrid, qui à l'époque m'a accordé l'équivalence de la première année, puisque les études de lettres, en fait, à l'époque, se faisaient en 5 ans, hein, que ce soit pour les lettres, philologia, pour le droit. Donc, j'ai eu l'équivalence de la première année. J'ai pu m'inscrire en deuxième année de philologia hispánica. Mais je voulais tout de même assurer mes arrières et je me suis inscrite parallèlement à ça en troisième année de licence d'espagnol à la Sorbonne. Ce qui fait que j'ai mené en fait les deux de front, les deux en parallèle. Je suis revenue en avril-mai pour passer les examens normalement à la Sorbonne pour avoir mon diplôme de licence. Et puis j'ai passé mes examens de deuxième année à Madrid sans savoir bien ce que ça allait donner parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, j'avais jamais vécu dans un pays étranger, j'avais jamais suivi de cursus dans un pays étranger, j'avais juste fait des petits séjours d'étudiante. Donc voilà, j'ai obtenu mes examens de deuxième année de licenciatura et donc j'ai continué. Je me suis inscrite en troisième année et j'ai continué en parallèle à la Sorbonne. Là, j'étais en maîtrise ou en maîtrise, c'était un travail de recherche, donc à distance, c'était quand même plus facile à mener. J'allais à la Bibliothèque nationale et j'ai passé mes examens de troisième année à la Complutense. Et puis après, du coup, j'ai continué et j'ai fait là, cette fois-ci la quatrième et la cinquième année totalement immergée, intégrée au système espagnol et je n'avais plus du tout de contact avec l'université française. Donc, c'est comme ça que j'ai obtenu en cinquième année ma licenciatura de Filología Hispánica. Il est vrai que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment ce cycle d'études de 4 ans espagnol qui m'a beaucoup marqué parce que finalement, c'est là que j'ai suivi le plus de cours, en fait. Voilà, en Espagne. Alors, quand j'ai terminé ma cinquième année à Madrid, évidemment, la question que je me posais, c'était vais-je rentrer en France ou pas? J'ai décidé de rentrer en France et j'ai passé le CAPES et l'agrégation, voilà, que j'ai obtenu la même année. C'était un peu la prépa agrég, l'année où j'ai renoué avec le système français parce que c'est là vraiment que j'ai commencé à suivre des cours en fait à l'université. Et donc voilà, j'ai passé le CAPES et l'agrég. Et puis après, là, c'est vrai que c'était plus classique. J'ai fait un DEA et une thèse de doctorat. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler mais brièvement, de ce sur quoi portaient tes mémoires de maîtrise et de DEA français alors? Alors ma maîtrise, j'avais choisi toute autre chose. J'ai travaillé sur un journaliste, Ortega Munilla, le père d'Ortega Gasset, sur ses écrits de El Imparcial, 1879-1889, parce que à l'époque, je me demandais si je n'allais pas faire du journalisme en fait. Voilà, j'avais travaillé, j'avais donc consulté des archives, enfin los imparciales de l'époque, à la Bibliothèque nationale. Euh, C'était intéressant, mais je n'ai pas, voilà, je n'ai pas continué. Alors après, je l'expliquerai peut-être plus tard, mais effectivement, j'ai décidé de me lancer dans la linguistique et j'ai fait un DEA
qui portait sur la comparaison de conocer et reconocer en espagnol. Et qui, à l'époque, m'avait été proposé par Jean-Claude Chevalier, parce que quand je suis allée le voir à la Sorbonne, il y avait une chose que je savais, c'est que je voulais faire de la sémantique. Voilà. J'étais décidée parce que ma grande question, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, comment les mots renvoient aux choses, comment les mots réfèrent aux choses. Voilà. Donc, je voulais faire de la sémantique et il m'avait proposé ce sujet de DEA. Voilà. Bon, et alors du coup, depuis ce sujet de DEA, la sémantique, quel a été l'élément déclencheur pour te mener vers précisément ce sujet de thèse-là? Alors, donc, voilà, il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur. Il n'y a pas le déclic, il y a plutôt une lente progression, un long cheminement vers la linguistique. Alors, pour l'expliquer, moi, j'aimerais revenir en arrière, un peu à l'époque où j'étais étudiante. Parce que quand j'étais étudiante à la Complutense, en troisième année, on devait se spécialiser, c'est-à-dire choisir la filière linguistique ou la filière littéraire. On était obligés. Hein. Et moi, à l'époque, j'avais choisi la filière littéraire, pas encore linguistique. Hein. Donc, on était vraiment chacun, enfin les uns et les autres, dans deux filières différentes. Mais quand on choisissait la filière littéraire, les Espagnols ont une approche très encyclopédique hein, du savoir. Donc, on devait lire, je caricature à peine, toutes les œuvres du Moyen-Âge, toutes celles du XVIe siècle, du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe, du XXe. On faisait aussi de la littérature latino-américaine sur 2 ans, hein, de la période coloniale jusqu'au modernisme, du modernisme jusqu'à aujourd'hui, de la littérature catalane, de la littérature galicienne. Enfin, j'ai eu un panorama vraiment très exhaustif de la littérature ibérique. Hein. Et au terme de ces études, quand j'étais en 5e année, ma grande question, c'était que mon grand problème, c'était je ne vois pas comment je peux trouver un problème à résoudre en littérature. Voilà. C'était ma question. Et si je ne vois pas quel est le problème à résoudre en littérature, je ne vois pas comment y apporter ou tenter d'y apporter une solution. Voilà. Alors, voilà, c'était ma question. Alors que, je répète, je crois que j'étais en 5e année, en dernière année d'études, je commençais à entrevoir la possibilité de formuler une question en linguistique et donc peut-être de pouvoir formuler une réponse. Voilà. Donc, j'ai commencé à me poser ces questions. Et puis, alors, évidemment, à cela s'ajoute le fait qu'il y a eu 2 lectures hein, qui m'ont marquée quand j'étais étudiante. En 5e année, en dernière année de Complutense, on m'avait offert les problèmes de linguistique générale de Benveniste, qui s'appelle des problèmes, justement. Donc, ça répond bien à ma question. Hein. Et je les avais lus avec beaucoup d'intérêt. Ce sont des articles assez courts, écrits dans une langue très simple, limpide, même si la pensée est complexe. C'est vrai que j'apprécie beaucoup ces scientifiques qui arrivent à aborder des sujets complexes dans une langue simple. Et cette lecture m'avait plu. Voilà. J'avais l'impression que c'était un peu ça que je voulais faire. Et puis alors, la deuxième lecture qui m'a beaucoup marquée, c'était quelques années avant, quand j'étais toute jeune, je crois, en 3e année de licence, hein, j'avais 20 ans, c'est El Arco y la Lira de Octavio Paz, qui est un essai sur le langage poétique et sur le langage en général. Et là, c'était la première fois que je lisais, alors des choses que évidemment je sais maintenant, mais pour moi c'était nouveau, que je lisais que l'homme s'affranchit du monde en nommant les choses en fait. Voilà, il s'affranchit du monde par le langage en donnant un nom aux choses et c'est ce qui lui permet de ne plus être immergé dans le monde comme les animaux ou les objets. Voilà. Alors ça, c'était la grande idée qu'il développait et moi, ça m'a beaucoup marqué. El Arco y la Lira, voilà. Donc ces 2 lectures, les problèmes de linguistique générale de Benveniste et El Arco y la Lira m'ont beaucoup marqué, beaucoup influencé mon cheminement futur, ma réflexion future.
Et puis donc après, bon, j'ai quand même toujours aimé tout ce qui était réflexion sur la langue, grammaire, etc. Hein. Mais enfin, les deux lectures ont beaucoup compté. Donc, c'est là, effectivement, après, que je me suis dit, je veux faire un DEA en sémantique. Et alors, voilà, ce que je disais, c'est que Jean-Claude Chevalier m'avait proposé un sujet sur le verbe. Hein, et là, vraiment, je l'en remercie. Hein, un sujet sur le verbe. Étudier la différence entre conocer et reconocer. C'était bien pour un sujet de DEA, non, mais par la suite, c'est vrai que quand j'ai envisagé de vraiment rédiger une thèse, eh bien, je me suis aperçue que la différence qui était intéressante, ce n'était pas la différence entre conocer et reconocer, c'était la différence entre conocer et saber. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet de thèse. Pourquoi finalement on a encore, il existe dans nos langues deux verbes aussi proches. On pourrait penser qu'ils sont synonymes, mais en fait, ils ne sont pas synonymes. Hein. Ils sont de sens proches, mais ils ne sont pas synonymes. Et comment on les utilise, comment on les emploie, et évidemment, quel type de connaissances ils reflètent dans la langue. Mais il ne s'agit pas de faire de la philosophie, hein. Il s'agit de faire de la linguistique. Donc voilà un peu, pour répondre à la question sur l'élément déclencheur, un peu le cheminement jusqu'à la thèse et à saber conocer. Et alors, comment est-ce que tu as travaillé? Tu as constitué un corpus d'exemples littéraires, d'exemples de la vie de tous les jours, dans les refranes, etc. Et puis après, tu as essayé de voir comment ça se systématisait. Ça a été quoi ta démarche? Explique-nous un peu. Alors, moi, je fais moins de linguistique de corpus, hein, qui a été mise à la mode un peu plus récemment. Moi, j'ai utilisé un corpus, mais alors c'était plutôt un corpus littéraire, hein, un corpus littéraire, et puis des phrases de tous les jours, mais quand elles sont spontanées, finalement, qui n'ont pas besoin d'être tirées d'une source quelconque. Mais je suis vraiment partie de l'analyse de la grammaire, c'est-à-dire tous les cas de figure grammaticaux possibles et imaginables pour saber, et tous les cas de figure pour conocer. J'ai même étudié conocer que, qui est d'un emploi assez littéraire, mais qui finalement venait un peu étayer ma démonstration. Alors, à l'arrivée, c'est quoi la différence entre saber et conocer? Alors, la différence entre saber et conocer, ou en tout cas ce que j'ai essayé de montrer ou de démontrer dans ma thèse, même si je vais dire les choses un peu de but en blanc, hein, comme ça, pour les non-initiés, disons que j'ai essayé de montrer que conocer introduit toujours un objet référentiel ancré dans le monde des choses, c'est-à-dire dans un cadre spatio-temporel. Hein. C'est toujours un objet qu'on peut désigner, qui est situé dans le temps et l'espace. Et saber, en revanche, introduit toujours un objet que l'on ne peut identifier que de manière indirecte en le recatégorisant, euh, euh, au moyen d'un autre objet ou dans une catégorie d'objets. Alors, si je veux donner un exemple pour essayer d'expliquer un peu cette théorie, un exemple assez classique, c'est conozco el camino, je connais le chemin. Eh bien, el camino, dans ce cas-là, renvoie à un chemin bien particulier du monde des choses, et c'est le chemin que j'ai sans doute déjà pris, hein, puisqu'en plus, conocer implique une connaissance dite par accointance. Hein. Donc, c'est un chemin bien particulier, unique du monde des choses, situé dans un cadre spatio-temporel. En revanche, si je dis c'est el camino, je ne l'ai peut-être jamais pris, mais je veux dire c'est cuál es el camino, c'est-à-dire parmi un ensemble de chemins possibles, une catégorie de chemins, lequel je dois prendre. Donc, je situe ce chemin parmi un ensemble de chemins possibles. Donc, je le catégorise. Voilà un peu ce que j'ai essayé de montrer. Bon, et comme la langue, elle est filoute, j'imagine qu'il y a des quelques exemples comme ça, peut-être même très isolés, qui contredisent cette belle théorie, c'est-à-dire qui te posent problème, parce que tu aimes les problèmes. Est-ce qu'il y a des saber, des conocers qui sont inclassables ou qui veulent aller chez le voisin?
Mais il y a peut-être tout ce qui relève de saber français, saber matemáticas. Voilà, ça c'est plus difficile à expliquer parce que ça rejoint un peu l'idée de capacité. Je suis capable de. Donc ça va rejoindre le saber qu'on appelle le saber modal de se cantar. Hein. Saber français, saber cantar. Ils sont proches du point de vue sémantique, mais du point de vue syntaxique, ils sont différents. Donc, c'est vrai que ce saber mathématica, il est difficile à expliquer. Est-ce que la littérature, elle est le reflet de cet état de la langue de tous les jours, ou est-ce qu'elle a un usage plus complexe de cette répartition entre saber et conocer? Les deux. Je ne sais pas. Les deux. Elle est le reflet de cet usage. Mais le problème de la littérature, c'est qu'elle enfreint les règles de la grammaire. Alors, on ne peut pas non plus, on ne peut pas tellement étudier le langage poétique parce que si on étudie le langage poétique, eh bien, en tout cas dans ce type de thèse. Après, il faudrait préciser que c'est saber conocer dans la poésie, mais ça c'est autre chose. Mais si on veut étudier vraiment leur fonctionnement dans la langue dite standard espagnole ou la langue standard française, on ne peut pas s'aventurer dans des terrains, chez des auteurs trop littéraires qui justement vont faire des trouvailles et enfreindre toutes ces règles ou toutes ces lois. C'est un problème. Nous voilà avec un autre problème. Alors, mis à part le rôle qu'a joué ton directeur de thèse, est-ce qu'il y a des gens qui ont été importants dans ce parcours qui t'ont mené vers la fin de ta thèse, que ce soit sur le plan intellectuel, universitaire ou peut-être plus personnel? Oui. Il y a une personne, oui, qui a beaucoup, qui compte toujours pour moi, qui a été mon professeur et qui a beaucoup compté dans mon développement de chercheur, dans mon parcours. C'est une personne qui compte beaucoup dans la linguistique hispanique aujourd'hui, qui est un peu considéré comme le pape de la linguistique hispanique. C'est Ignacio Bosque, qui a été mon professeur quand j'étais en 5e année à la Complutense. Alors oui, il a exercé une influence sur mon travail et sur mon parcours à plus d'un titre. Si je veux le rattacher directement à la thèse, la première chose que je dirais, c'est qu'il m'a toujours dit, il a toujours insisté sur le fait qu'il fallait trouver des preuves syntaxiques pour faire sa démonstration, étayer sa démonstration. Parce que en linguistique, enfin, comme dans toute science, nous avons des intuitions qui sont très jolies, très séduisantes, mais qu'il nous faut ensuite expliquer et pour lesquelles nous devons apporter des preuves. Et c'est très difficile en linguistique. Alors, il me disait toujours des preuves syntaxiques, parce que c'est vrai que c'est un peu les seules preuves que nous pouvons apporter. Alors, quand on dit pour des non-initiés des preuves syntaxiques, ça veut dire que nous, linguistes, nous procédons à des commutations, nous commutons les mots, à des ajouts possibles ou impossibles, des suppressions possibles et impossibles. Voilà comment, des combinaisons possibles et impossibles. Voilà comment nous essayons de prouver ce que l'on peut dire dans la langue, pourquoi on peut le dire, et aussi ce que l'on ne peut pas dire. On fait des démonstrations par l'absurde. On ne peut pas dire ça, donc comme on ne peut pas le combiner, ça veut dire que. Voilà. Donc, trouver les preuves, j'allais dire, c'est vraiment ce qu'il y a de difficile. C'est ce qu'il y a de difficile. Bon, l'intuition aussi, enfin, trouver les preuves, voilà, c'est difficile. Donc, ça, je l'ai toujours eu en tête et c'est toujours valable quand on construit un article. On se dit, tiens, ce sujet est intéressant et après, voilà, comment je vais le montrer. Parce qu'en plus, en sémantique, il faut bien comprendre que, enfin, il y a une chose que j'aimerais dire sur la linguistique, parce que ça me tient à cœur aussi, c'est qu'en sémantique, on parle du sens des mots.
Hein. Et en sémantique, on parle du sens des mots. Et donc, c'est un problème, ça, de parler du sens des mots. Parce que on a le choix, l'alternative, c'est laquelle? Soit on donne le sens de la phrase, du mot en contexte, et dans ce cas-là, on reste dans la glose et dans la paraphrase. Soit on essaie de trouver un modèle formel d'explication, hein, qui peut être très formel, qui peut être une sorte de représentation mathématique, comme il y a en sémantique formelle, ou même en grammaire générative, où ça commence à être déjà très abstrait. On se glisse dans ce schéma, dans cette représentation formelle, mais alors on risque aussi de perdre de vue le sens de la phrase. Voilà. Et donc, notre problème est que, je crois, on travaille sur des langues naturelles qui ne sont pas faites par des machines, mais par des hommes, hein, ce qu'on appelle les langues naturelles. Notre problème, c'est d'arriver à concilier les deux, représentation formelle et sens de la phrase. Voilà. Et donc, on doit sans arrêt opérer cette action de va-et-vient entre le sens et la représentation formelle. Voilà. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'était pour l'idée le premier élément sur oui, l'influence de Bosquet sur cette idée de démonstration, hein, vraiment d'apporter des preuves. Et puis alors la deuxième chose, c'est vrai que donc j'ai eu Bosquet, Ignacio Bosquet quand j'étais donc en 5e année de Complutense et que j'étais plongée dans la littérature. Nous ne faisions pas beaucoup de linguistique, nous faisions de l'histoire de la langue, mais pas beaucoup de linguistique à proprement parler. Et nous avions la possibilité de choisir des options. Et j'avais choisi l'option linguistique avec Bosquet, qui nous faisait travailler sur l'espagnol contemporain. Hein, ça s'appelait Estudios Sincrónicos del Español. C'était pas facile hein, à l'époque, hein, parce qu'on n'avait pas l'habitude. Hein. Mais j'appréciais beaucoup, j'aimais beaucoup son approche de l'étude de la langue, qui consistait à nous donner, à livrer à notre réflexion des énoncés tout à fait banals de la langue de tous les jours et à nous dire, vous y réfléchirez pour la semaine prochaine. Voilà. On se cassait la tête sur l'énoncé. Alors, j'ai un exemple vraiment très, très précis hein, de ça, de ces cours. C'était Juan come patatas. Hein, Juan come patatas. C'est une phrase vraiment de la langue de tous les jours. Et il nous avait dit, vous réfléchirez à patatas. Bon. Alors, effectivement, quand on dit Juan come patatas, qu'est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il mange les pommes de terre qu'il a sous les yeux? Un objet précis? On revient à notre idée de référentialité. Juan come patatas? Non, ce n'est pas les pommes de terre qu'il a sous les yeux et qu'on peut désigner du doigt. Hein. Juan come patatas, ça veut dire il mange quoi? Il mange un objet qui est de la pomme de terre, qui relève d'une catégorie d'objets que sont les pommes de terre. C'est ça, en fait. Donc là, patatas renvoie une catégorie d'objets. Il mange des pommes de terre. Donc, on revient à cette histoire de référentialité ou de catégorisation. Et il nous disait d'ailleurs, remarquez que patatas n'a pas de déterminant en espagnol. Donc, ça, c'est très important. Il n'y a pas d'article dedans. Donc, voilà. Donc, on se questionnait comme ça, on s'interrogeait sur des énoncés. Et c'est vrai que ça m'est resté pour mes cours. Oui, ça m'est resté pour mes cours parce que quand je fais cours, je me demande toujours si je dois présenter l'exemple avant et ensuite la théorie ou la théorie avant et ensuite l'exemple. Voilà, j'ai toujours ça en tête. Et donc, j'en déduis que du coup, tu commences d'abord par l'exemple alors. Souvent, ouais. Ça donne de meilleurs résultats. Ouais, ça donne de meilleurs résultats. Et ensuite, chacun arrive avec ses réflexions, ses remarques, sa connaissance, son usage de l'espagnol. Oui. Ouais. Et puis, il y a une troisième chose aussi. Donc, toujours pour répondre à la question sur l'influence d'un maître, hein, finalement, alors ça, c'est plus pour mon parcours professionnel, disons, de chercheur. J'ai toujours, une chose qui m'a toujours fascinée, d'une certaine façon, chez Bosquet, c'est son désir de diffuser le savoir. Hein. C'est-à-dire, malgré le degré extrême d'expertise ou de technicité qu'on atteint dans un domaine, et Dieu sait que les sujets sont techniques en linguistique, hein. Un scientifique doit aussi diffuser son savoir. Donc, j'ai toujours vu
bosquer, écrire des grammaires, coordonner des grammaires, la nueva gramática de la lengua española, la gramática descriptiva de la lengua española, faire un dictionnaire aussi, el diccionario de redes. Il n'y a pas longtemps, il a publié, coordonné el glossario de términos gramaticales pour les enseignants du secondaire. Non. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'il y a toujours cette idée il y a cette idée de la science au service de la connaissance pour tous. Voilà. Et c'est une idée qui me parle, qui me séduit. Et je pense que idéalement, hein, c'est un idéal, un chercheur doit pouvoir, alors cela va dépendre un peu de ses étapes, hein, de l'endroit où se situe dans sa carrière, mais doit pouvoir, je pense, écrire des articles très scientifiques, très spécialisés, et puis peut-être à un moment donné de sa carrière, diffuser ce savoir. Alors je ne prononce pas le mot de vulgariser, mais en le simplifiant un peu, bien sûr. Mais il y a quand même cette idée de diffusion du savoir. Voilà. Et bon, j'imagine qu'avec un sujet comme ça, tu as rencontré des difficultés. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, les difficultés, là, je te parle qui sont vraiment spécifiques à ton sujet, mais tu peux avoir des difficultés plus générales que tu voudrais aborder. Et quelles sont les solutions que tu as trouvées pour les dépasser? Alors, concernant des difficultés, on en a tout le temps. Hein. Alors, il y a les difficultés concernant la thèse, mais moi, des difficultés autour de la thèse, j'en ai pas vraiment rencontré, je dois dire. Donc, je sais pas, je peux dire que je vais quand même en toucher un mot assez bref parce que je dis que j'ai pas rencontré de difficultés dans l'élaboration de la thèse. En fait, pour les deux raisons suivantes. Donc, tout le monde ne pourra pas forcément s'identifier à mon cas, hein, mais enfin certains peut-être hein, pour les futurs doctorants. La première, c'est que quand je me suis inscrite en thèse, j'avais fait 4 ans de lycée. J'avais été professeure pendant 4 ans en lycée, donc c'était la course. J'avais fait le DEA en parallèle. Et j'ai obtenu un contrat doctoral, hein, une allocation de recherche à l'époque. Et je suis passée donc de 15 heures de cours à 4 heures de cours par semaine. Donc, j'avais tout le temps devant moi de m'organiser, de lire de la linguistique, de Benveniste à Chomsky. Enfin, j'avais vraiment tout le temps que je voulais. Et donc, j'ai vraiment eu le temps de bien travailler, bien me plonger dans mon sujet. Et puis, voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on avait tellement insisté. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais dans mon cas, c'était ça. On avait tellement insisté pour que je commence à écrire tôt ma thèse. Voilà, je crois que c'était mon directeur, les professeurs autour de moi. Quand est-ce que vous commencez à écrire votre thèse? Ce qui fait que ma thèse, je l'ai commencée très tôt. Du coup, je l'avais presque terminée 8 mois avant de soutenir. Moi, j'avais 3 parties dans ma thèse, j'ai écrit une partie par an. Donc, une partie en un an, ça vous laisse le temps de construire, de faire des recherches, de relire. Donc, les trans de la thèse, moi, je ne l'ai pas connue parce que j'ai fini d'écrire ma thèse assez tôt finalement. Hein. Alors, je ne sais pas, je me suis posé la question là en préparant cette interview, est-ce qu'il faut donner le conseil aux étudiants, aux thésards, ce conseil-là de commencer très tôt? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'a réussi. Hein, je suis contente d'avoir commencé très tôt. Voilà, mais du coup, j'ai fini. C'est vrai que j'ai fini de la rédiger assez vite, quoi. Voilà. Puis elle avait été un peu relue à droite et à gauche. Donc, il n'y a pas eu vraiment de difficultés particulières relatives à l'élaboration de la thèse. Après, voilà. Ouais. Et pas de doute, de crise existentielle en disant mais à quoi tout cela sert-il? Est-ce que ça a un Non, sens? non. Moi, la linguistique a un sens pour moi. La linguistique a un sens, c'est le sens. C'est ça qui donne du sens. C'est ça qui donne du sens. Et puis, Donc, non. d'après ce que j'ai compris, tu voulais mettre des mots efficaces sur les choses. Donc là, tu allais au-devant d'un balisage du monde autour de toi. Bon, alors,
Parlons de la soutenance maintenant. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury? Alors, le jury se composait des professeurs suivants. Mon directeur de thèse, Gilles Luquet, professeur à Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Marie-France Delport, professeure à Paris 4, la Sorbonne à l'époque. Jean-Claude Chevalier, professeur à Paris 4 Sorbonne. Et Bernard Darbord, professeur à Nanterre. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette journée de soutenance? Alors, la soutenance, ce n'est pas le meilleur souvenir que je garde de la thèse. Hein. J'ai pas un bon souvenir de ma soutenance, hein, je dois dire les choses très honnêtement. Je ne suis pas sûre qu'il soit très intéressant pour les thésards ou les doctorants de m'entendre parler de la soutenance. Mais j'aimerais m'exprimer sur la question des soutenances. Parce que, voilà, je pars évidemment de mon expérience personnelle, hein, d'accord. Je crois que quand on est en thèse, et c'était mon cas, hein, on est concentré sur la réalisation de son travail de thèse, sur ses lectures, sur l'approfondissement des connaissances, hein, ce haut degré de réflexion que la thèse requiert. On est concentré sur les connaissances, sur la construction de sa thèse. On veut qu'elle soit bien construite, on veut qu'elle soit bien écrite, on veut qu'elle soit claire. Enfin, on se fond dans sa thèse. Moi, c'était mon cas. Et quelquefois, on perd de vue les lecteurs, les personnes qui vont recevoir cette thèse. En l'occurrence, vos premiers lecteurs sont les membres de votre jury. Et la réception de la thèse, l'évaluation de la thèse, c'est une partie très importante, qui fait partie finalement de la thèse de doctorat. Et je dois préciser qu'en linguistique, nous avons ce qu'on appelle des courants de pensée, des écoles et des cadres théoriques différents, qui parfois divergent. Mais même au stade de ma carrière, au stade où j'en suis, j'ai quand même la naïveté de croire que même si un ou plusieurs membres du jury ne partagent pas le même cadre théorique, n'ont pas réfléchi dans la même direction que le candidat, eh bien, si ce jury est bienveillant, ouvert, ouvert d'esprit, curieux et prêt à rentrer dans un système de pensée qui est un peu différent du sien, s'il est prêt à comprendre d'autres théories d'ailleurs, qu'il ne connaît pas forcément, mais qu'il a envie aussi de découvrir, eh bien, cela ne posera pas de problème pour la soutenance et pour la thèse qui sera évaluée normalement. En revanche, si un ou plusieurs membres du jury, pour des raisons X et Y, qui sont parfois d'ailleurs des raisons étrangères à la thèse et au candidat lui-même, si ces membres du jury ne sont pas libres de penser et libres de s'exprimer, eh bien là, c'est vrai que le candidat pourra se sentir lésé et il risque de se dresser entre les membres du jury et le candidat un mur, et ce mur va constituer un vrai problème. Donc, je dis aux thésards qu'ils pensent bien aux récepteurs, aux lecteurs de leur thèse, même si c'est parfois très difficile à anticiper. Et deuxième chose, il est capital que les membres du jury soient libres de penser et libres de s'exprimer. Voilà. Bien compris, message bien compris. Alors, tu en as parlé tout à l'heure et c'était vraiment, vraiment très intéressant de l'idée de transmission et de réflexion sur dans quel ordre présenter les choses à tes étudiants, c'est-à-dire de l'exemple à la théorie ou le cadre, pour revenir après aux exemples. Donc, c'est un peu dans cette ligne-là que je vais te poser la question suivante, qui est de savoir dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse que tu es aujourd'hui continuent d'être influencées par ce travail de thèse? La thèse a conditionné mon parcours, ma recherche, ma réflexion scientifique. Je continue à travailler sur le verbe. Alors, qui dit travailler sur le verbe, dit travailler sur le temps, la représentation du temps,
sur ce qu'on appelle l'aspect. L'aspect, c'est vraiment véhiculé par le contenu sémantique du verbe. Hein. Par exemple, dans saber conocer, il n'y a pas beaucoup de temps, hein, c'est quand même des verbes d'état. Mais il y a un peu plus de temps dans conocer que dans saber, parce que conocer, c'est le résultat d'une expérience passée. Donc, conocer est légèrement plus temporel que le saber. Donc, quand on travaille sur le verbe, sur le temps, sur l'aspect, sur ce qu'on appelle la modalité aussi. C'est un domaine un peu plus mal défini, mais qui implique un peu le point de vue du sujet parlant sur l'action décrite. Et donc, j'ai toujours travaillé sur le verbe. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne peut pas s'improviser chercheur sur l'adjectif si on a toujours été chercheur sur le verbe. J'allais dire, c'est comme pour un littéraire ou un historien changer de siècle. Passer du verbe à l'adjectif, c'est comme passer du Moyen-Âge au 18e. Hein. Voilà, donc c'est ça la spécialité. Et moi, j'ai toujours travaillé sur le verbe. Donc oui, la thèse, elle a conditionné toute la suite de mon parcours. Alors, est-ce que tu fais partie de ces chercheurs qui ont relu leur thèse? Alors, relu récemment ou relu tout court relu de A à Z? Ben justement, c'est la question. Est-ce que tu l'as relu récemment Alors, ou pas, de A à Z ou pas, et quel effet ça a produit sur toi, cette relecture? bon, alors, relu de A à Z ma thèse, c'est pas un roman policier, hein, même s'il faut chercher quelque chose, il n'y a pas d'assassin, donc ça se lit pas si facilement que ça. J'ai pas relu de A à Z ma thèse, mais je relis souvent, parce que je suis amenée à le faire, des passages de ma thèse. Des passages de ma thèse pour l'élaboration d'articles ou pour construire des articles, parce que je me réfère souvent à ma thèse, notamment pour les exemples. Il y a un très gros corpus et c'est vrai que je relis certains passages de ma thèse. Voilà. Donc, oui, j'ai relu par petits bouts, par fragments, oui, ma thèse. Bon, preuve qu'elle est vraiment utile, puisque tu peux toujours t'en servir comme base de travail. Oui, oui. Oui, parce que c'est les jalons qu'on pose, hein, surtout sur des questions aussi vastes. Donc, oui, j'aime bien relire, justement, c'est ce qui a constitué un peu le point de départ. Oui. Parfois, on a le sentiment, souvent, on a le sentiment d'avoir avancé ou de pouvoir approfondir, mais ça dépend des questions, hein, ça dépend des questions. Mais, oui, c'est le point de départ, la thèse. C'est le point de départ, c'est le tremplin, je dirais, l'impulsion. Alors, quels sont tu en as parlé déjà, tu en as donné quelques-uns déjà, ne serait-ce que le temps de l'écriture, le départ de l'écriture, mais quels sont les conseils que tu donnes à de jeunes doctorants? Ah, les conseils que je donne à de jeunes doctorants. Alors, je vais surtout parler de la linguistique, hein, par rapport à mon domaine. Hein. Après, peut-être que c'est valable pour les autres, hein, mais bon, je parle vraiment en tant que linguiste. Alors, le premier conseil qui va paraître être un peu un lieu commun, mais je vais quand même le dire. Quand on fait de la linguistique et qu'on fait une thèse, il est très important de s'approprier la pensée de l'autre, de vraiment faire beaucoup de lectures en assimilant la théorie, en se l'appropriant, en la faisant sienne. C'est très important parce que c'est à partir de cette appropriation intellectuelle que l'on va pouvoir construire sa propre réflexion. On ne construit pas sa réflexion ex nihilo, à partir de rien. Ça, c'est pas vrai. Hein. On a besoin vraiment d'assimiler une réflexion, qui est souvent la réflexion de linguistes qui ont réfléchi pendant des années, bien avant vous, hein, pour construire sa réflexion personnelle. Alors, évidemment, dans deux directions possibles. Soit la théorie vous paraît pertinente pour votre objet d'étude, et vous la citez, vous l'expliquez, et vous direz qu'elle vous servira de point de départ pour votre analyse. Soit vous en dénoncez les faiblesses, les failles, et vous dites que pour telle et telle raison, elle ne va pas vous être utile parce qu'elle comporte des faiblesses ou parce que simplement, elle ne s'applique pas à votre objet d'étude. Parce que, vous voyez, je ne suis pas sûre que toutes les théories puissent expliquer tous les phénomènes. Je crois qu'il y a des théories qui s'appliquent plus ou moins bien à l'explication de tel ou tel phénomène. Donc voilà. Donc, bien s'approprier ça, j'insiste là-dessus. Alors, je disais que c'était un lieu commun parce que c'est un lieu commun de lire
et de prendre des notes. Mais on parle tellement de plagiat aujourd'hui que moi, je vois mes étudiants qui me disent « je n'ose plus citer les personnes, enfin, je n'ose plus lire et les citer, j'ai peur de plagier. » Mais je dis, si vous citez votre source, vous ne plagiez personne. Il est très important de lire ce qui a été écrit avant que vous-même, vous n'entrepreniez votre travail de recherche. Donc, et ça demande un effort, ça. Ça demande un effort parce qu'en linguistique, enfin, comme dans tous les domaines, ça demande toujours beaucoup d'efforts, mais il y a des systèmes qui sont complexes et qui sont difficiles à comprendre. Donc, voilà. Donc, il faut s'inscrire voilà, dans cette lignée. Et puis, alors, le deuxième conseil que je donnerais, puisque moi, j'ai fait mes études en Espagne, j'ai envie de dire aux thésards, parcourez le monde, voyagez, prenez votre valise et allez montrer à des gens qui ne vous connaissent pas ce que vous faites. Exposez, montrez votre travail à des chercheurs aux quatre coins de la planète, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Japon, en Chine. Parcourez le monde, prenez votre petite valise avec votre ordinateur et montrez ce que vous faites. Parce que d'abord, votre travail va être jugé sur pièce, puis vous allez sortir un peu de votre cadre, de votre cadre traditionnel, le cadre où vous avez évolué. Vous allez rencontrer des gens qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas, et qui vont regarder, donner leur avis sur ce que vous faites. Et puis, c'est très important aussi pour s'orienter dans sa recherche future. On a besoin de savoir comment se situer et de savoir ce sur quoi travaillent les autres chercheurs. Parce que, bon, on est en espagnol, bien sûr que l'anglais est la langue prédominante, mais enfin, l'espagnol se défend très bien face à l'anglais. On est un certain nombre sur la planète à travailler sur l'espagnol. On a besoin de savoir dans quelle direction les autres travaillent pour s'orienter soi-même aussi. Donc voilà, donc cette idée, ça rejoint un peu l'idée de la diffusion du savoir que j'avais évoquée tout à l'heure. Voilà. Et alors, pour finir, est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et nous faire un commentaire, s'il te plaît? Alors, je l'ai sous les yeux. Donc, la première phrase de ma thèse était la suivante. Ce travail se conçoit comme l'étude conjointe du fonctionnement de deux couples de verbes dans deux langues différentes. Saber et conocer en espagnol, savoir et connaître en français. Il y en a une deuxième, je ne sais pas si je la lis. Il s'agit donc, dans un cadre théorique donné, de procéder à l'analyse sémantique de quatre verbes liés à la cognition. Voilà. Suite à ces deux affirmations, je posais donc des questions. Le sujet de cette étude pose d'emblée trois questions. Les trois questions suivantes. Dans quel cadre théorique s'inscrit-elle? Donc, je vais discuter le cadre théorique. Comment procéder à l'analyse sémantique d'un verbe, puisque j'ai évoqué un peu les problèmes précédemment de l'analyse sémantique. Et pourquoi avoir fait le choix de verbes liés à la cognition? Voilà, je ne sais pas ce que je dois en dire. Oh bah là, J'aime bien cette idée de questionnement, en fait. Voilà, je donne une phrase d'introduction et ensuite je pose des questions. Et c'est à ces questions, puisqu'on est toujours parti de l'idée du problème, c'est à ces questions que je vais essayer de répondre. Oui, c'est une présentation efficace. Tu définis ton terrain de jeu et puis les questions que tu poses dessus, c'est clair, précis, net, sans fioriture. Et donc là, en ce moment, tu travailles sur quoi? Alors, en ce moment, je travaille sur deux choses. Sur le conditionnel espagnol, toujours sur ces emplois modernes. Et je fais des articles aussi sur certaines périphrases. Il y a un article qui va sortir bientôt sur l'histoire du verbe choler en espagnol. Là, j'ai fait vraiment de l'histoire de la langue parce qu'il a changé un peu de sens. Donc, il décrivait vraiment une propriété, il caractérisait un sujet et c'est un peu temporalisé par la suite. Enfin, c'est un peu mon idée, puisque dans Suelo Cantar, il y a quand même l'idée que je chante de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais à l'époque ancienne, c'était vraiment je me caractérise par le fait de chanter, indépendamment du fait que je chante ou pas. C'est vraiment ce qui me caractérise. Donc, j'étudie un peu cette solaire depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, c'est un article que je suis en train de corriger, qui va être publié là.
Et puis, je travaille aussi sur Bolber A, puisque M. Bolber A pose aussi des problèmes, puisque l'espagnol est une des langues romanes qui comporte le plus grand nombre de périphrases verbales. Hein. Donc, on a beaucoup de… Ce qu'on exprime parfois avec des adverbes, hein, avec souvent, etc. On l'exprime avec des périphrases. Donc voilà, conditionnel et périphrase. Donc, je ne sors pas du verbe. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Je te rends à ta montagne de problèmes et à ta montagne non moins problématique de verbes. Voilà. Merci beaucoup, Axel, pour cet entretien et pour avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci beaucoup.